Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, le retour d'Irak d'une délégation d'associations catholiques, la collaboration fraternelle entre les églises de Belgique et celles d'Afrique centrale, et puis c'était la première du spectacle Don Bosco Academy hier à Paris. En fin de journal, vous allez retrouver Cyril Le Peigneux et son invité du mardi. Cyril, quel thème a retenu votre attention cette semaine ? Eh bien, le dernier rapport du CCNE qui affirme que les soins palliatifs ne sont pas assez développés en France. Nous parlerons de ce serpent de mer avec le docteur Alexis Burneau du service de soins palliatifs à l'Institut Curie de Paris. On va donc parler du soutien de l'Église aux chrétiens d'Orient. La délégation française partie en Irak la semaine dernière est de retour à Paris. Cette mission était concentrée essentiellement autour d'Erbil et de Dohuk, au nord du pays où se trouvent les réfugiés. Elle était coordonnée par Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, avec la participation d'autres associations comme l'Aide à l'Église en détresse ou l'Arche. Un voyage ponctué de rencontres avec les autorités religieuses, mais surtout avec les réfugiés dans les camps. Préoccupation première de ces associations. On écoute Monseigneur Gollnisch, interrogé sur place par Sibylle Delettre. Les besoins même de la population évoluent presque au jour le jour, si vous voulez. D'abord, quand les gens sont venus, quand nous les avions rencontrés au mois d'août, ils étaient dehors, sous le soleil brûlant de 50 degrés qu'il y avait dans cette région. Après ça, ils ont pu être mis dans des tentes. Mais c'est un logement très précaire, bien sûr, et l'hiver approche, il va y avoir de la neige, de la pluie, on ne peut pas les laisser sous les tentes. Donc après ça, on passe de tentes à des bungalows qui ont le mérite d'être plus secs, plus fermés. Il y a des questions de santé spécifiques que nous sommes venus aussi vérifier, l'acheminement de médicaments, mais aussi organiser la vie sociale, la scolarisation des enfants, la structuration, l'enregistrement des familles. Vous voyez, il y a tout ce travail social qu'il faut avoir. Vous retrouverez le reportage complet de Sibylle Delettre pour une première diffusion le 6 novembre en soirée. Toujours sur notre antenne demain après-midi, la retransmission en direct sur KTO de la présentation à Paris du Comité catholique d'accueil des réfugiés chrétiens d'Orient. Monseigneur Gollnisch prendra la parole après l'archevêque de Paris et le président de la Conférence des évêques de France. Au programme, ces derniers nous feront un bilan du synode sur la famille et une présentation de l'assemblée plénière à Lourdes. Église en Belgique, vendredi dernier à Malines, l'Afrique était à l'honneur. C'est à l'archevêché qu'a été renouvelée la convention entre les conférences épiscopales belges et celles des anciennes colonies, Congo-Kinshasa, Burundi et Rwanda. Dans le palais épiscopal, Monseigneur Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, et Monseigneur Herman Cogens, secrétaire général de la conférence épiscopale belge, ont ainsi assuré de leur soutien les églises sœurs africaines. Les enveloppes financières vont de 30 000 à 300 000 euros, versées chaque année jusqu'en 2020. Reportage. Une signature pour préparer l'avenir des églises africaines. La convention signée ce vendredi à Malines est une aide financière conséquente pour les conférences épiscopales du Congo et du Burundi. Avec 300 000 ou 30 000 euros par an pendant 5 ans, les dons serviront notamment à financer des projets pastoraux d'éducation et de santé. C'est à travers cette solidarité que les fidèles catholiques de Belgique, avec leurs évêques, viennent en aide à nos populations qui sont dans des situations pauvres et de plus en plus aggravées par les différentes situations de guerre et de violence. Cela nous aide à pouvoir être au service de tout le peuple de Dieu. Nous sommes en train de publier la Bible en Kirundi, et la Bible en Kirundi, c'est quelque chose qui nous aide pour notre pastoral. L'initiative existe depuis 10 ans. Signe particulier, la collecte provient en grande majorité des dons des fidèles belges à travers Missio Belgique. Dans le pays, les liens avec les communautés africaines sont très importants. Nous recevons beaucoup aussi de ces églises, notamment à travers la présence de nombreux frères et sœurs chrétiens venant de ces pays, qui nous donnent des prêtres pour un certain temps, pendant le temps de leurs études ou le temps où ils doivent recevoir des soins, qui portent des paroisses à Bruxelles, dans le Brabant wallon. Ce n'est pas seulement une aide que nous apportons, c'est aussi une aide que nous recevons. La convention sera également signée avec la conférence épiscopale du Rwanda qui recevra plus de 30 000 euros par an. La première partie du versement est prévue pour janvier 2015.
Afrique encore, la colère gronde au Burkina Faso alors que le président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987, entend briguer un 3e mandat. Pour cela, il doit faire modifier la constitution qui limite à 2 le nombre de mandats. C'en est trop pour les Burkinabés qui sont descendus dans la rue pour soutenir l'opposition. Ils étaient plusieurs centaines de milliers ce matin à défiler dans les rues de Ouagadougou. Le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de la ville, était de passage à Paris. Il nous a fait part de ses craintes. Nous, pasteurs et les autres croyants, nous travaillons ensemble avec les musulmans, les protestants et les autorités coutumières. Nous regrettons toutes ces tensions et nous souhaitons vraiment que les différents protagonistes essaient de voir en face le bien commun qui doit être privilégié par rapport au bien individuel et particulier et que les différents protagonistes puissent vraiment œuvrer ensemble, en synergie, pour réaliser la paix sociale qui est notre premier bien. Nous n'avons pas beaucoup de richesses, nous sommes classés parmi les pays les plus pauvres. Notre richesse, c'est vraiment notre paix. Quels ont été les effets de la crise économique sur les conditions de vie des jeunes dans les pays développés? C'est une des questions que s'est posée l'UNICEF cette année et dont la réponse figure dans un rapport publié aujourd'hui. Intitulé « Les enfants de la récession », il présente les conclusions d'une étude menée par l'UNICEF International sur la pauvreté des enfants dans une quarantaine de pays riches. Le directeur général d'UNICEF France nous livre les grands axes de cette étude. Ce rapport, ce qu'il nous dit, c'est que les pays riches s'en sortent très diversement face à la crise. Il y a des pays où la pauvreté des enfants a reculé, des pays où la pauvreté des enfants a augmenté. Et on voit que la France est malheureusement dans la mauvaise catégorie, dans la catégorie où la pauvreté a augmenté de 3% entre 2008 et 2012. Ce que ça remet en cause, c'est l'efficacité des politiques pour aider à lutter contre la pauvreté des enfants. Je crois que le message que passe ce rapport, en tout cas à destination des pouvoirs publics français, c'est de bien regarder les politiques d'aide à l'enfance et de remettre l'enfant un peu au cœur de toutes les politiques sociales parce qu'on a péché dans le passé et il faut absolument remettre l'enfant au cœur de nos politiques parce que c'est l'avenir qui se prépare et c'est un mauvais calcul, je pense aujourd'hui, de laisser les enfants de côté. Nous vous avions déjà parlé sur le plateau d'À la Source de l'association La Luciole qui vient en aide aux jeunes toxicomanes et soutient leurs parents. Elle dispose notamment d'une maison en région parisienne. Située en pleine nature, elle a pour vocation de permettre aux jeunes de rebâtir leur existence sans la drogue par la vie en collectivité. Vendredi dernier, un jardin japonais était inauguré. Florent de Brito. Toute la sérénité et le calme d'un jardin japonais dans un carré de quelques mètres. Et de la sérénité et du calme, il en faut parfois à l'endroit où ce jardin vient d'être créé. Ici, les résidents en nombre de 4 maximum y trouvent une écoute, du soutien parfois nécessaire, ainsi qu'un lieu un peu loin de tout et loin des tentations. Et pour s'occuper l'esprit, c'est une véritable ferme qui a été mise en place. Ici, on a des ponts, on a des poules, donc ils viennent avec nous et on leur montre comment faut-il les élever, les garder, les protéger et ils voient autre chose. Et ce midi, c'est repas fait et pris en commun entre bénévoles, résidents et parents. Ici, on réapprend la vie en communauté, des horaires fixes, la participation aux tâches communes, une dimension essentielle pour la maison qui ne se veut surtout pas comme un centre médicalisé, mais plutôt comme un lieu de passage, de pause entre 2 étapes de l'arrêt de la consommation. L'idée était de dire ouvrons un lieu de vie qui permet à des jeunes de venir se poser. Il y a celui qui va passer quelques heures pour reprendre souffle. Celui qui va venir effectivement faire un sevrage, celui qui va venir effectivement reprendre des forces. Ça leur permet de se rendre utile et d'évoluer sans honte, peut-être plus que dans une structure, je dirais, rigide, dans un cadre, je ne sais pas, comme une école ou comme un hôpital. Rebâtir une vie sans drogue, prouver que c'est possible, c'est la mission que s'est donnée la Luciole avec sa maison à Galuy. Une maison victime de son succès mais qui laisse toujours sa porte ouverte aux toxicomanes et aux familles qui souhaitent s'en sortir.
Le week-end dernier, on est passé à l'heure d'hiver. Pour certains, ça s'est traduit par une heure de sommeil en plus. Pour d'autres, c'était l'occasion de profiter d'une belle initiative dans toute la France, la 25e heure. L'événement a été proposé par l'association Ville Sanctuaire en France pour permettre aux visiteurs de découvrir dans la nuit des joyaux cachés du patrimoine religieux, comme vous le voyez sur ces images tournées à Alençon. Vous retrouverez un reportage sur ce sujet jeudi soir. Plus d'une centaine de représentants de mouvements populaires sont au Vatican à l'invitation du Conseil pontifical Justice et Paix. Parole est donnée aux précaires, migrants, paysans sans terre ou personnes vivant dans des bidonvilles. Le pape François est présent à cette rencontre. Emmanuel Kéry. L'amour pour les pauvres est au cœur de l'Évangile. Le pape François l'a répété avec force dans un long discours prononcé dans la vieille salle du synode où se sont rencontrés les représentants des mouvements populaires du monde entier. Des agriculteurs, des mineurs, des vendeurs ambulants et des chiffonniers auxquels le pape a rappelé que la solidarité que leur mouvement propose se trouve à combattre les effets destructeurs de l'empire de l'argent. Et il a souligné qu'on ne vainc pas le scandale de la pauvreté en promouvant des stratégies d'endiguement qui seules convertissent les pauvres en êtres domestiques et inoffensifs. Ce qui réduit les pauvres à la passivité, a-t-il dit. Jésus appellerait cela de l'hypocrisie. C'est étrange, a-t-il ajouté, mais quand je parle de ces choses, pour certains, il semble que le pape serait communiste. Ils ne comprennent pas que l'amour pour les pauvres est au cœur de l'Évangile. Le souverain pontife a ensuite rappelé qu'une encyclique sur l'écologie était en préparation, dans laquelle les préoccupations des mouvements populaires seront présentées. Et il les a exhortés à changer le système économique en construisant les structures sociales alternatives. Il faut dépasser l'assistanat paternaliste pour avoir la paix et la justice, a-t-il poursuivi, en créant des nouvelles formes de participation qui incluent les mouvements populaires. Aucune famille sans maison, cela a été son vibrant appel final. Personne ne vit sans terre, personne ne travaille sans droit, aucune personne ne vit sans la dignité que donne le travail. Actualité du Vatican encore. Hier, un buste de Benoît XVI a été dévoilé lors d'une cérémonie au siège de l'Académie pontificale des sciences. Le principal intéressé était absent, mais le pape François était là. Il a profité de l'occasion pour redire toute son estime envers son prédécesseur, dont il a dressé un portrait élogieux, Étienne Laurière. Certo di lui non si potrà mai dire. On ne pourra certainement jamais dire de Benoît XVI que l'étude et la science aient desséché sa personne et son amour à l'égard de Dieu et de son prochain. Mais au contraire, la science, la sagesse et la prière ont dilaté son cœur et son esprit. Remercions Dieu pour le don qu'il a fait à l'Église et au monde de l'existence et du pontificat du pape Benoît XVI. Le pape François a prononcé ces mots après le dévoilement au siège de l'Académie pontificale des sciences d'un buste du pape émérite qui fut nommé membre de cette institution par Saint Jean-Paul II. Un grand pape, a ajouté le pape François, de par la force de son intelligence, sa contribution à la théologie et son amour de l'Église. S'adressant aux membres de l'Académie pontificale réunis en assemblée plénière, le pape François les a encouragés à améliorer les conditions de vie des personnes, spécialement les plus pauvres. Il a mis en garde de ne pas voir Dieu comme un magicien, mais de penser à lui en tant que créateur capable de donner de l'autonomie aux êtres vivants pour qu'ils arrivent à leur plénitude. Dieu a donné à l'homme sa liberté en le rendant responsable de la création. Le Big Bang, a affirmé le pape, ne contredit pas l'intervention créatrice de Dieu, mais il l'exige. L'évolution de la nature présuppose la création. C'est pourquoi le scientifique chrétien doit s'interroger sur l'avenir de l'humanité et de la Terre, mais aussi participer à l'élimination des risques qui peuvent menacer la nature et l'homme. L'homme est appelé à avoir confiance et espérance en Dieu car il participe à la puissance du Créateur. Il doit prendre garde cependant, car lorsque la liberté de l'homme devient autonomie, il détruit la création, ce qui est un péché contre Dieu. À Paris, c'est une statue d'un autre pape, Saint Jean-Paul II, qui a été solennellement inaugurée dimanche au pied de la cathédrale Notre-Dame. Au terme d'une messe célébrée par le cardinal André XXIII, l'archevêque de Paris a dévoilé la statue avec le maire de Paris, Anne Hidalgo. On écoute l'hommage qu'ils ont chacun rendu au pape polonais. Nous devons accueillir ce regard et ce sourire comme un message à la fois de sympathie, d'amitié, de fraternité et un message un peu ironique pour que la ville de Paris, dans sa splendeur, ne se prenne pas trop au sérieux à travers le monde, mais garde une certaine distance intérieure. La promotion de la paix et du dialogue, le combat pour la liberté, la défense intraitable des plus fragiles,
constitue l'héritage de Jean-Paul II. Cet héritage qu'il a légué à son Église, mais également à son époque, car son message est universel. Un autre homme me semble aussi incarner ces valeurs. Je veux bien sûr penser au pape François. J'ai entendu qu'il devait venir à Paris au cours de l'année 2015. Je tiens à lui dire, en tant que maire de Paris, aujourd'hui, qu'il est le bienvenu dans notre ville. De l'autre côté de la Méditerranée, 450 délégués diocésains se sont rassemblés en la basilique de Notre-Dame d'Afrique à Alger il y a quelques jours. Le but était de faire le point après une année de réflexion sur le chemin parcouru, les espérances et la réalité de leur église. Un grain de sable dans le paysage religieux algérien. On compte quelques milliers de catholiques sur 30 millions d'habitants. On va parler maintenant culture. L'année 2015 marquera le bicentenaire de la naissance de Saint Jean Bosco. Une comédie musicale lui a été dédiée. Ça s'appelle Don Bosco Academy. La première avait lieu hier soir au Palais des Glaces de Paris. Notre reporter Florent de Brito était sur place. Entre leur chaise et le tableau noir. Tandis qu'à l'extérieur, les spectateurs affluent, à l'intérieur, on se prépare mentalement à la grande première. Dans quelques minutes, ce sera pour la plupart de cette soixantaine de jeunes le baptême sur les planches après plusieurs mois de répétition pour cette Don Bosco Academy. Un spectacle monté en partie par le réseau salésien et l'énergie de Tristan de Groulard. En 2015, donc, c'est le bicentenaire de la naissance de Don Bosco. Et c'est pour ça qu'en 2014, on a décidé de construire la comédie musicale pour qu'elle puisse partir en tournée dans toute la France, auprès de tous les établissements scolaires de Don Bosco. Et donc c'est une comédie musicale qui ne raconte pas forcément la vie de Don Bosco, c'est pas autobiographique, c'est vraiment, on est tourné vers la pédagogie des Salésiens de Don Bosco. Et la pédagogie des Salésiens de Don Bosco, c'est une pédagogie tournée vers la jeunesse, les difficultés qu'elle peut rencontrer. Et l'histoire de cette comédie musicale aborde l'une d'elles, le risque de tomber dans la drogue. Un thème traité d'une façon certes manichéenne, mais qui parle tout de même à ces jeunes acteurs. C'est vrai qu'on se sent beaucoup concerné, comme nous on est jeunes, on a encore tout notre avenir à construire et du coup on n'est pas à l'abri, on peut un jour se retrouver dans la rue, on ne sait pas quoi, sans savoir quoi faire. Je pars du principe que tous les jeunes ont un peu des problèmes, que ce soit lié à la drogue ou d'autres choses, donc c'est sûr que ça fait... Enfin quand on est jeune ça nous parle plus qu'à d'autres à mon avis. Début donc d'une aventure, puisqu'après le Palais des Glaces, direction de nombreuses salles en France ainsi qu'en Belgique pour ces jeunes et leur Don Bosco Academy. Voici maintenant la chronique de nos confrères de l'agence Immédia à Rome. Antoine-Marie Izoard revient sur les dernières déclarations du pape en défense de la famille. Bonjour, cela ne vous aura pas échappé, le pape François est un catéchiste exceptionnel. C'est avec un plaisir non dissimulable qu'il donne d'ailleurs des clés pastorales aux fidèles comme n'importe quel curé de paroisse le ferait. Ainsi, samedi dernier, il s'est volontairement prêté au jeu des questions-réponses devant pas moins de 7000 fidèles du mouvement de spiritualité mariale Schoenstatt, un mouvement né en Allemagne. Dans la salle des audiences, le pape s'est installé devant une grande table et il a entièrement improvisé en répondant aux questions d'étudiants ou de familles membres de ce mouvement fondé il y a un siècle. La famille, c'est à elle que le pape a consacré une partie de son intervention, entrecoupée d'applaudissements. Une semaine après le synode des évêques sur la famille, justement, le pape a fait écho au débat des pères synodaux à huis clos en confiant une réalité à ses yeux très triste et très douloureuse. Je cite, « La famille chrétienne, a dit le pape, n'a jamais été autant attaquée qu'aujourd'hui, directement ou indirectement. » Aujourd'hui, a regretté le pape alors, tant de familles sont blessées, tant de mariages ont échoué et c'est à cause, a-t-il dit, du relativisme sur le sacrement du mariage. Face à cette crise de la famille, le pape François a notamment invité à une nouvelle et intense préparation au mariage des fiancés. Le pape pasteur qui n'a pas hésité aussi à répéter devant des fidèles enthousiastes une anecdote de sa vie pastorale passée à Buenos Aires en Argentine. Une mère lui confiait, raconte-t-il, son impuissance alors que son fils tardait à se marier. « A-t-il une fiancée, madame ?» dit le pape. Alors s'il a une fiancée, qu'il ne l'épouse pas, eh bien ne lui repassez pas ses chemises et vous verrez. Alors cette blague légèrement teintée de machisme de la part du pape a été suivie en fait par un réel encouragement au mariage, à ne pas céder au concubinage, au mariage, a-t-il dit,
à temps partiel. Visiblement très heureux, le pape a longuement évoqué l'attachement du mouvement de Schoenstatt à Marie. Il assurait que sans la Vierge, les chrétiens seraient des orphelins. Et puis, il a répété des expressions que l'on connaît par cœur, mais qui ont toujours autant de succès auprès des fidèles. À juste titre, le pape François a ainsi repris une phrase de son prédécesseur Benoît XVI. L'Église ne grandit pas par le prosélytisme, mais par attraction. Le pape François qui alors a ajouté, eh bien, si l'Église ne sort pas, elle restera une Église d'élite. Vous l'avez compris, les catéchèses du pape François sont pour le moins exigeantes. Je vous dis à la semaine prochaine. Place maintenant au dossier. Quant à moi, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle édition d'À la Source. Très bonne soirée à tous. Alors comme chaque mardi, nous recevons un expert dans son domaine qui vient nous aider à décrypter un sujet d'actualité. Alexis Burneau, bonsoir. Vous travaillez dans le service de soins palliatifs de l'Institut Curie à Paris. Le CCNE, donc le Conseil consultatif national d'éthique, vient de produire un rapport de 71 pages où il s'alarme entre autres du manque d'accès aux soins palliatifs en France. Vous qui êtes sur le terrain, comment recevez-vous cette alarme ? Alors, d'abord, je crois que ce qui est important de dire, c'est de rappeler qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs. Si on prend la définition selon laquelle les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le malade et sa famille quand il n'y a plus rien à faire contre la maladie, on voit déjà que les soins palliatifs, c'est l'affaire de tout le monde et que chacun, individuellement, peut procurer des soins palliatifs en fonction de ses compétences, puisque la personne gravement malade ou en fin de vie a évidemment besoin de l'affection, de la proximité de sa famille, des proches, de ses amis, a besoin de la compétence de son médecin traitant, du kiné, de l'infirmière, et éventuellement du service hospitalier proche de chez lui, et éventuellement dans les situations complexes d'équipes spécialisées de soins palliatifs. Alors, le manque d'accès aux soins palliatifs est probablement réel et sûrement réel puisqu'il est alarmé. Ce qui me paraît important de dire, c'est que si on manque de soins palliatifs ou d'accès à soins palliatifs, eh ben, nous sommes mobilisés pour aller en donner plus et que le gouvernement et tous ceux qui œuvrent pour ça puissent nous donner les moyens d'aller encore plus vers plus de soins palliatifs. Formidable si c'est ça l'objectif. Alors ça fait un moment qu'on en parle de ce manque d'accès aux soins palliatifs. Pour vous, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de volonté politique qui n'est pas présente ? Comment l'expliquer ? Je crois qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que l'accès aux soins palliatifs, comme on disait tout à l'heure, c'est l'affaire de tout le monde. Et probablement qu'il est encore important de faire rentrer cette idée que c'est l'affaire de tout le monde. Et que la sensibilité à la prise en charge du patient gravement malade qui se trouve en situation palliative, d'aller soulager sa douleur, d'aller l'écouter, d'aller prendre en charge sa détresse psychologique, morale, de faire que la relation qu'il a avec une équipe soignante soit une relation de qualité, est une culture, une sensibilité à faire développer dans le monde des soignants encore plus que maintenant, mais ça, il va y avoir quelques années pour que ça rentre bien, mais je sens un vrai élan. Et aussi vraiment comprendre que c'est l'affaire de toute la société et qu'il nous faut tous individuellement être sensibles à ça. Dans le rapport du CCNE, on parle de tous ces gens qui meurent dans des grandes souffrances. Vous, dans votre métier, c'est ce que vous voyez régulièrement ? Moi, j'ai la chance de travailler dans un institut, dans un hôpital qui a des moyens humains, qui a une qualité de service, qui a un accès à un certain nombre de plateaux techniques, qui nous permet au quotidien de prendre en charge des patients, parfois dans des situations extrêmes de gravité, de maladie. Et nous avons la chance d'avoir des équipes spécialisées dans la douleur, des équipes d'accompagnement, pour pouvoir faire en sorte que, jusqu'au bout, ces patients puissent être soignés et guéris chaque fois que possible, bien évidemment, mais accompagnés jusqu'au bout de manière à être soulagés sur le plan physique et moral, et que leur choix de vie puisse être respecté en ayant une qualité de soins jusqu'au bout. J'en conviens bien qu'il n'y a probablement pas, tout le monde n'a pas la chance d'avoir cette qualité de prestation partout. Qu'est-ce qu'ils vous disent principalement ces malades que vous accompagnez jusqu'au bout ? En fait, lorsqu'on se rencontre, il y a quelque chose de très fort, qui est probablement de l'ordre de l'intime, puisqu'il y a une rencontre entre un malade, sa famille, et une équipe soignante. Et cette rencontre va être très importante, parce que de là va sortir une relation de confiance. Et c'est cette relation de confiance qui va faire dire à un patient « Je me sens en confiance avec cette équipe,
je me sens en confiance ici, je sais que je peux les appeler à tout moment si ça ne va pas, je sais qu'ils m'accueilleront toujours. Ça va aussi donner de la confiance et de l'apaisement dans une famille, parce que quand un proche est gravement malade, c'est toute la famille qui est malade, et qui va pouvoir dire « je l'ai mis au bon endroit ». Ça me paraît absolument capital. Et donc on va prendre du temps avec ces patients, les écouter, voir qu'est-ce qui les inquiète, et puis leur dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, leur dire qu'on ne les abandonnera jamais, leur dire comment nous joindre, parce que c'est souvent ça, effectivement, ce qui est important, c'est de savoir vous entendre, c'est principalement la relation. Oui. D'accord. Alors, en tant que praticien, ça vous agace un peu l'évolution de la réflexion sur la fin de vie en France ? Qu'il y ait une réflexion sur la fin de vie, je trouve ça formidable, parce que chaque fois qu'on parle de la fin de vie, finalement, on parle de notre vie, on parle comment vivre ensemble, et s'intéresser à la fin de vie, c'est aussi évidemment s'intéresser à notre vie ensemble au quotidien, et je peux que vous dire que ça m'intéresse, je n'aurais pas fait ce choix de métier. Ce que j'espère, c'est que quand on parle de la fin de vie, on puisse sortir un tout petit peu de toujours la question de l'euthanasie, du suicide assisté, parce que au quotidien, recevant des malades, recevant des familles, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce qui compte, c'est de savoir comment on peut les accueillir, comment on peut les soulager, comment est-ce qu'on peut faire des projets ensemble, comment on a chaque jour des petites victoires sur une douleur, sur une prise en charge psychologique, sur un patient qui peut avoir une nouvelle autonomie, et cette confiance qui fait qu'on avance ensemble, et qui fait que ces moments de fin de vie soient finalement des moments intenses mais précieux, de qualité, si j'en crois ce que les familles nous disent et les patients nous disent oralement ou par courrier. Et vous avez l'impression, je ne sais pas moi, que les politiques peuvent vous apporter quelque chose dans la réflexion qui est faite aujourd'hui entre le CCNE, tous les comités d'éthique et autres, et les politiques. Est-ce que vous pensez que quelque chose va déboucher en mars prochain dans le projet de loi, par exemple ? J'espère que quelque chose va déboucher, si c'est dans le sens d'aider la population à avoir une meilleure qualité de prise en charge. J'ai la chance de vivre dans un institut où on peut offrir la qualité de prise en charge. C'est probablement pas le cas partout. Et si c'est pour qu'il y ait plus de diffusion de cette culture palliative et que l'on puisse être aidé humainement, financièrement à cela, formidable. Si c'est une façon de finalement capituler et de dire il faut légaliser la mort programmée, là, attention danger, je ne peux pas aller dans ce sens-là, ça me paraît très dangereux. Une arnaque ? Je crois que c'est une arnaque. Je crois que c'est une arnaque de faire croire aux gens que l'organisation de la mort programmée dans la société permettrait d'être plus libre ou permettrait de mieux vivre ensemble. Je crois que c'est exactement l'inverse. Mais ce n'est pas moi qui le dis, ça fait 25 siècles depuis Hippocrate que les sages, les penseurs, les gens qui s'intéressent paisiblement, calmement au sujet disent attention danger. Merci beaucoup pour votre témoignage, votre rapport à cette réflexion. Merci à vous tous pour votre... Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous mardi prochain. Vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com. Merci à tous. Bonne soirée.